le taureau d'airain, l'âne espagnol, l'aigle de sang. On dirait le zoo pour enfants le plus terrifiant du monde, non? Mais ce sont de véritables méthodes de torture. Et soyons honnêtes, l'humanité a toujours trouvé des moyens brutalement créatifs de faire souffrir les autres. Salut, je suis Josh, et nous allons découvrir les punitions les plus brutales de l'histoire sur The Infographics Show. Nous allons en examiner rapidement beaucoup, puis nous entrerons dans les détails des plus folles. Commençons par notre classique, les pires punitions de l'histoire de l'humanité. Le philosophe français Michel Foucault commence son livre « Surveiller et punir, naissance de la prison » par un chapitre consacré à un malheureux Français nommé Robert-François Damiens. Damiens avait tenté, sans succès, d'assassiner le roi Louis XV, et pour cela, il a été sévèrement puni. Il a subi des brûlures à la cire, au plomb en fusion et à l'huile bouillante sur ses plaies, puis a été écartelé par des chevaux avant que son torse ne soit brûlé sur le bûcher. Une partie de la foule a applaudi, mais un commentateur a écrit « J'ai été plusieurs fois obligé de détourner le visage et de me boucher les oreilles en entendant ces cris perçants, la moitié de son corps ayant été arrachée. » Les punitions ont évolué, mais aujourd'hui, nous revenons sur ce passé brutal. Dans cet épisode de The Infographics Show, découvrez les pires punitions de l'histoire. Nous précisons que cette liste n'est pas classée par cruauté, car toutes ces punitions sont extrêmement barbares. Il est difficile de dire laquelle est la pire, car elles sont toutes horribles. À vous de choisir la punition la plus odieuse. Nous ajouterons aussi que certains d'entre vous pourraient penser qu'une agonie prolongée, comme l'isolement cellulaire pendant 20 ans, pourrait en réalité être pire qu'une douleur atroce qui ne dure que quelques secondes ou minutes avant la mort. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur des actes barbares. Le chevalet. Nous allons commencer par une punition dont vous avez probablement tous entendu parler. Le chevalet était un dispositif assez simple composé d'un cadre rectangulaire et d'une série de leviers, de poulies et de cordes. Différentes versions du chevalet existaient de l'Antiquité au Moyen-Âge en Europe. Le but était d'étirer le prisonnier jusqu'à la déchirure des muscles et la dislocation des articulations. Toutes les articulations étaient finalement déboîtées. Pendaison, éviscération et écartèlement. C'est proche de ce qui est arrivé à Damiens, mais c'était surtout connu comme une forme d'exécution extrêmement atroce dans l'Angleterre du Moyen-Âge lorsqu'une personne avait commis un crime de haute trahison, c'est-à-dire une trahison envers l'État. Le prisonnier était pendu jusqu'à être presque mort, puis il était décroché et éventré alors qu'il était encore vivant et on lui coupait aussi ses parties génitales. Il était ensuite découpé en morceaux et souvent sa tête était tranchée et exposée à la vue du public. Ce châtiment a été aboli en Angleterre en 1870. La chaise de Judas, également connue sous le nom de chaise de Dany ou berceau de Judas, on ne sait pas exactement quand elle a été utilisée, mais il en existe des croquis et elle est aussi exposée dans certains musées. Cet appareil macabre était une chaise avec une forme de pyramide pointue sur l'assise. Les sites web traitant de l'histoire médiévale nous expliquent que des personnes étaient assises au sommet de cette pointe et descendues à l'aide de cordes, ce qui était extrêmement douloureux lorsque la pointe pénétrait dans l'orifice. Mais parfois, elles étaient tirées vers le bas à l'aide de poids, tandis que l'application d'huile rendait la chose encore plus atroce. Ils mouraient lentement, à mesure qu'ils étaient encore plus abaissés, ou peut-être encore plus lentement à cause d'une infection. Selon deux sources que nous avons trouvées, cela pouvait prendre des heures ou des jours. Certaines sources disent que cela a servi durant l'Inquisition espagnole, d'autres le contestent. L'ébullition. Revenons en Angleterre, cette fois au XVIe siècle. On dit que le roi Henri VIII, souvent irascible, en a fait une forme de peine capitale. Mais il semble que cela ait aussi été populaire à un moment donné partout en Europe et en Asie. Comme vous l'imaginez, la torture puis la mort résultaient de personnes bouillies vivantes dans de grands chaudrons remplis d'eau, d'huile ou de goudron. La roue de Catherine, également connue sous le nom de roue de supplice, on pense que cette méthode simple de destruction corporelle était principalement utilisée au XVIIIe et XIXe siècle en Europe et dans certaines parties de l'Asie. Voltaire évoque ce châtiment dans un livre du XVIIIe siècle. Les prisonniers étaient attachés sur une grande roue en bois. Le bourreau utilisait un objet lourd, souvent une massue en fer, pour briser la personne sur la roue jusqu'à ce que son corps soit presque entièrement en morceaux. Parfois, les victimes mettaient plusieurs jours à mourir de leurs blessures, le broyeur de crâne. Cela devrait être clair. Imaginez une plaque métallique fixée à votre crâne et une autre sous le menton, vous empêchant tout mouvement. La plaque s'abaisse grâce à une grande vis. En descendant, elle brise les os de la tête et écrase le crâne. Peu de sources fiables précisent quand cela a été utilisé, mais on pense que c'est un engin du Moyen-Âge. History.com affirme que cela existait vraiment et que c'est mentionné dans le grand livre de la douleur, de la torture et de la punition à travers l'histoire. Écorchement. Si vous avez vu Game of Thrones, vous connaissez cette punition. Retirer toute la peau d'une personne. En Chine, parfois, seule la peau du visage était enlevée.
La personne pouvait être brûlée avant la découpe, parfois pour faciliter l'opération ou accentuer la cruauté. Cette pratique existait encore au XVIIIe siècle, et Michel Foucault en parle en détail dans le livre que nous avons mentionné, Surveiller et punir. On dit que les Anglais l'ont infligé aux voleurs au XIIIe siècle, mais ce châtiment a existé partout et à toutes les époques. On dit que l'empereur chinois Han Hongwu a ordonné l'écorchement de 5000 femmes en 1357, bien qu'un livre intitulé Peau et os situe la date en 1396. La mort par 1000 coupures. Toujours en Chine, à une époque similaire, on trouve cette torture brutale. Aussi appelé Ling Shi, un livre intitulé La mort par 1000 coupures indique que cette punition était courante en Chine au XIVe siècle, mais existait depuis des siècles. Le corps entier du prisonnier était découpé en tranches, mais il fallait longtemps pour mourir, comme on peut s'y attendre avec de petites coupures. Mais rien n'était épargné par le couteau, et, finalement, cela finissait par tuer la malheureuse victime. Bien que tristement célèbre hors de Chine, des historiens affirment que cette punition n'était pas aussi longue qu'on le pensait, et que certaines coupures étaient en fait des démembrements, causant une mort plus rapide. Sciage! Les croquis du XVe siècle montrent que c'est la méthode la plus barbare, car très basique. Une personne est pendue tête en bas à une potence, jambes en V. 2 hommes la sciaient en 2 depuis l'aine. Elle survivait apparemment longtemps à ce supplice. D'après une source, cette méthode était rarement employée dans l'Europe médiévale et en Chine, où le sciage horizontal était une alternative. En parcourant le web, on voit que le sciage a pris diverses formes à travers le monde pendant des siècles. Les personnes étaient sciées en 2, mais la méthode variait. Des rats. Vous vous demandez peut-être en ce moment, mais qu'est-ce qui n'allait pas chez les gens du passé, pour qu'ils pratiquent, ou même approuvent, de tels comportements? Puisque les humains comprennent si bien la douleur, n'avons-nous pas été dotés d'une morale innée? Si vous ne vous êtes pas déjà posé la question, peut-être que vous le ferez dans un instant, car la mort par les rats dépasse vraiment les bornes. Elle aurait apparemment été utilisée dans l'Europe médiévale et en Chine. Des sources rapportent que des rats affamés étaient jetés dans une boîte avec un prisonnier nu et le dévoraient lentement. Certaines sources affirment que le ventre était d'abord entrouvert pour que les rats accèdent à l'intérieur. C'est écrit dans un livre de 1931, Merrily I Go to Hell, Reminiscence of a Bishop's Daughter. Un autre livre, Le Dictionnaire de la torture, affirme que cela a eu lieu en Allemagne. Un autre livre encore nous dit qu'en Chine, le rat était piégé sur le ventre de la victime sous un pot en métal. Le pot était chauffé jusqu'à ce que le rat tente de ronger le corps de la personne. Nous ne pouvons pas prédire le résultat, et il est peu probable qu'un rat puisse ronger un corps. Certaines des sources qui affirment que c'était le cas n'apportent aucune preuve que cela se soit réellement passé ainsi. À la demande générale, nous proposons une nouvelle émission sur les châtiments inimaginables infligés par les autorités à des criminels ou personnes jugées menaçantes pour le pouvoir ou la religion. Bien que l'écrasement de tête dans des étaux médiévaux n'existe plus aujourd'hui, le monde connaît encore de nos jours certains châtiments barbares. Même dans les pays les plus développés, des pratiques comme la simulation de noyade ou les ravages mentaux de l'isolement carcéral existent. La bastonnade à la canne, toujours pratiquée dans certains pays, est un supplice insoutenable. La lapidation, sans doute, une mort atroce. En 2008, des rapports ont révélé qu'une jeune fille somalienne de 13 ans avait été enterrée jusqu'au cou et lapidée à mort par 50 hommes, son crime, avoir signalé un viol. Aujourd'hui, nous explorons d'autres cruautés dans cet épisode d'Infographic Show, les pires punitions de l'histoire, deuxième partie, numéro 10, le taureau d'airain. Aussi appelé taureau sicilien, ce supplice brutal existait dans la Grèce antique. Comment le savons-nous? L'historien grec Diodore de Sicile en a parlé dans l'un de ses nombreux livres d'histoire qui couvraient différentes cultures de l'époque. Il écrit qu'un taureau était fabriqué en bronze, presque à la taille réelle d'un vrai taureau. Il y avait une porte sur le côté de l'engin par laquelle les personnes condamnées à mort étaient poussées. Un feu était ensuite allumé sous le taureau et la personne était rôtie à mort. On dit même que le taureau était conçu pour que les spectateurs entendent les cris. Si cela vous semble horrible à la fin de l'émission, vous penserez peut-être que ce n'était pas une si mauvaise mort. Numéro 9, la Vierge de Fer. Si vous aimez le heavy metal, vous connaissez peut-être ce nom. Le groupe a tiré son nom d'un instrument de torture. Comme pour de nombreux instruments de torture, les historiens débattent de quand et comment la Vierge de Fer a été utilisée, mais on en trouve aujourd'hui dans des musées. La première serait une invention germanique du XIVe siècle, mais de nombreux historiens ont ensuite écrit sur ces objets diaboliques. Elles évoquent une momie égyptienne, mais l'intérieur de la porte est couvert de pointes. Fermée, la personne dans le cercueil est empalée. Certains historiens affirment que ces objets, bien qu'existants, n'ont peut-être pas ou très peu été utilisés. D'autres écrivent qu'on en parlait beaucoup au XVIIIe et XIXe siècle pour montrer à quel point les gens étaient barbares autrefois et à quel point ils étaient meilleurs à leur époque. Numéro 8, la crucifixion.
Nous aurions dû l'aborder dès la première émission, car c'est une façon atroce de mourir. Comme vous le savez, la crucifixion consistait à attacher ou clouer une personne nue à une poutre en bois. La personne était ensuite laissée à mourir lentement. C'est ainsi que Jésus-Christ a fini. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existait de nombreuses façons de crucifier une personne. Le meilleur scénario était peut-être d'être cloué à un arbre, mais pire encore, d'être empalé et laissé à mourir. Même dans l'Antiquité, certaines personnes trouvaient cela excessif, le philosophe romain Cicéron qualifiant cette punition de la plus cruelle et répugnante. Si vous ne mouriez pas de choc, de septicémie ou de déshydratation, les animaux pouvaient aussi se régaler de vous. Vous ignorez peut-être que cela n'était pas seulement courant dans l'Antiquité. Les Japonais crucifiaient des gens au XVIe siècle, les Birmans au XIXe siècle, et dans certaines régions du Moyen-Orient, la crucifixion est encore une peine légale. Numéro 7, Si vous pensez que The Infographics Show utilise une machine secrète pour produire des vidéos en continu, sachez qu'il s'agit surtout de beaucoup de travail. Chaque scène et chaque graphique doit venir de quelque part, et créer tout cela à partir de zéro peut prendre des heures. C'est exactement pourquoi les outils qui accélèrent le processus sont importants. Et cela nous amène à Storyblocks. Storyblocks est une bibliothèque créative tout en un, remplie de séquences vidéo, d'animations graphiques, de modèles et d'incrustations. Donc, au lieu de créer chaque graphique à partir de zéro comme un maniaque privé de sommeil, vous pouvez prendre des éléments déjà soignés, les personnaliser et continuer d'avancer. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration au son naturel. Si vous avez besoin d'une voix rapidement et que je ne suis pas disponible, l'humanité a prévu un plan de secours. Pour des visuels personnalisés, leurs outils de montage vidéo IA, alimentés par Runway, permettent de générer et d'ajuster des éléments rapidement tout en gardant le contrôle. De plus, vous accédez à des milliers de modèles dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, où la plupart des créateurs montent et ajoutent leurs effets visuels. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger un contenu illimité. C'est une option incroyablement économique. Donc, si vous voulez commencer à créer de meilleures vidéos vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. Et l'offre se termine bientôt. Alors vous devriez agir rapidement. Commencez à créer de meilleures histoires. Maintenant, revenons à l'épisode. Personne ne voudrait jamais monter cet âne. Si vous avez vu notre première émission, la torture subie rappelait celle du berceau de Judas. Les prisonniers étaient assis sur un bloc de bois triangulaire, parfois munis de clous sur la crête. Ils étaient descendus sur la crête aiguisée et parfois tirés vers le bas par des poids, ce qui provoquait une douleur atroce. Certaines sources affirment que cela pouvait couper la personne en deux et la tuer. D'autres disent que cela estropiait simplement la personne. Les Français appelaient cela le chevalier ou le cheval. Un documentaire sur History affirme qu'un tel dispositif a servi à torturer des prisonniers confédérés durant la guerre de sécession, causant évanouissement et handicap permanent. Numéro 6, l'arrache-sein. Ces objets affreux ressemblaient à des fourches à deux dents, similaires aux crocs d'un serpent, mais en fer. Dans Victime et Valeur, une histoire et une théorie de la souffrance, il est mentionné qu'ils étaient chauffés puis utilisés pour arracher les seins d'une femme en punition. Cela causait de graves cicatrices, la perte des seins, et l'infection qui suivait tuait souvent la femme. Le site Medieval Times and Castles écrit « Cet instrument était principalement réservé aux femmes accusées d'avoir provoqué une fausse couche ou à celles accusées d'adultère. » Des rapports indiquent que Daesh aurait utilisé un instrument similaire sur une femme en 2014 appelée la mordeuse. La mordante était utilisée car certaines femmes étaient accusées de ne pas porter la tenue adéquate. Numéro 5, les cisailles crocodiles. Les hommes subissaient aussi ces punitions barbares liées à leur virilité. Les pinces crocodiles étaient des tubes en fer dentés à l'intérieur. Elles étaient chauffées puis serrées sur le pénis d'un homme, comme la gueule d'un crocodile. Cela entraînait une castration, mais à l'époque, cette punition menait souvent à une mort lente par infection. Selon Medieval Times and Castle, les pinces crocodiles avaient un but très précis, mutiler ceux qui tentaient d'assassiner le roi. Un autre auteur rapporte qu'après avoir arraché le pénis, ils arrachaient aussi des doigts ou des orteils. Tenter de tuer ou tuer réellement un roi, le régicide, était considéré comme le pire du pire. Et donc, bien sûr, cela méritait une punition qui empêcherait tout homme d'essayer à nouveau. Ça aurait pu être pire. Vous auriez pu subir le peigne de fer. C'était un peigne lourd, aux pointes acérées, qu'on passait sur la chair jusqu'à presque tout enlever. Souvent, les gens étaient peignés et, si cela ne les tuait pas, ils perdirent la tête. Numéro 4. La chaise de torture chinoise. D'accord, donc c'est un autre appareil d'horreur qui a peut-être été utilisé uniquement pour effrayer la population.
Jigsaw de la franchise Saw aurait été jaloux de cette chaise s'il avait été réel, bien sûr. Nous en avons même trouvé une sur le site web d'un musée avec le propriétaire actuel indiqué, donc elles ont bel et bien existé. La chaise en bois comporte 12 lames d'acier dans les accoudoirs, le dossier, les repose-pieds et l'assise. En Europe, une chaise similaire existait, connue comme la chaise de fer. Elle aurait eu de 500 à 1500 pointes où les victimes s'asseyaient. Parfois, des braises étaient placées dessous pour accroître la douleur. Un historien écrit « Les pointes ne touchaient pas les organes vitaux et la perte de sang restait limitée, du moins jusqu'à ce que la personne soit libérée de la chaise ». Il est difficile d'imaginer une bonne issue après la libération du prisonnier. Troisième point, le supplice chinois de la goutte d'eau. Vous vous demandez peut-être, que fait ceci ici parmi des instruments qui causent une douleur physique extrême? Eh bien, devenir fou lentement est peut-être encore pire que de perdre une ou deux parties du corps. La torture consiste à faire couler lentement de l'eau sur une partie de la tête. Et apparemment, après un certain temps, cela devient absolument insupportable, rendant la victime folle. Les Mythbusters ont essayé pour voir si cela fonctionne vraiment et la personne n'a pas tenu longtemps du tout. Après même pas 2 heures, il a demandé à arrêter l'expérience, se plaignant de claustrophobie et de spasmes à l'épaule et disant qu'il commençait à craquer. Imaginez des jours comme ça. Les sceptiques doutent de son efficacité. Une seule façon de vérifier. Numéro 2, la torture du cercueil, dont le problème était la lenteur de la mort. C'était très populaire au Moyen-Âge et cela servait à dissuader les gens de commettre des crimes. Les victimes étaient suspendues à une poutre ou à un arbre dans une sorte de cercueil, une prison en bois percée de trous. Il était si petit que la personne était pliée dans une position douloureuse. On les laissait simplement là. Les gens pouvaient leur jeter des choses, les piquer avec des bâtons, etc. Et ils restaient là jusqu'à ce qu'ils meurent lentement. Même après la mort, ils étaient laissés là jusqu'à ce que les oiseaux aient dévoré leur chair et qu'il ne reste plus grand-chose d'eux. Les plus chanceux étaient peut-être retirés de là encore vivants si leur crime n'était pas trop grave. Et enfin, numéro 1, le scaphisme. L'une des tortures les plus créatives qui ait jamais existé, cette méthode d'exécution perse n'est semblable à aucune autre. Selon One Bloody Thing After Another, The World's Gruesome History, la victime devait ingérer beaucoup de lait et de miel jusqu'à vomir, attirant ainsi fourmis et vermines. Elle était aussi enduite de miel. La plupart de ce miel était appliqué autour des yeux, du nez, de la bouche et des organes génitaux, ainsi que dans les oreilles et dans l'anus. Il était ensuite attaché entre 2 bateaux dans une eau stagnante peu profonde, servant de festin à divers insectes et charognards à 4 pattes. Un historien byzantin a écrit « De plus, son ventre, distendu par le lait et le miel, rejette des excréments liquides, et ceux-ci, en pourrissant, engendrent des nuées de vers, intestinaux et de toutes sortes. Ainsi, la victime allongée dans les bateaux, sa chair pourrissant dans sa propre saleté et dévorée par les vers, meurt d'une mort lente et horrible. Il est littéralement dévoré de l'intérieur, ou meurt peut-être avant cela. » De retour à la demande générale, nous allons une fois de plus parler de certaines des choses les plus brutales que les humains se sont infligées les uns aux autres, au nom de la punition. Il est assez difficile de croire que dans le passé, nous scions nos prisonniers en deux, écrasions leurs têtes, retirions leurs organes internes, les brûlions sur le bûcher, et parfois nous les attachions simplement à une roue pour les pulvériser jusqu'à ce qu'ils soient irrémédiablement brisés. Ces spectres de violence, comme les appelèrent certains écrivains, ne servaient pas seulement à dissuader ou punir le crime, mais rappelaient aussi au public de rester à sa place. Au final, de tels actes cruels et inhumains ont simplement retourné le peuple contre l'establishment, et petit à petit, les choses ont changé. 12. La Scavenger's Daughter. Elle était aussi appelée la fille de Selvington, du nom de Sir William Selvington, un Britannique. C'était principalement un dispositif en A en fer. Le cadre avait des charnières pour être déplacé. La tête de la victime était attachée en haut du A, ses bras et jambes aux parties basses. Le bourreau pouvait alors plier la personne dans une position atrocement douloureuse, brisant le corps. Certains disent que c'était comme le chevalet, mais à l'envers. Alors que le chevalet écartelait la personne, cet appareil l'écrasait. Il a été créé sous le règne d'Henri VIII, mais il existe aussi des cas documentés de son utilisation sous le règne d'Élisabeth Eyre. 11. L'écorchement, mais différemment. Nous avons déjà évoqué l'écorchement, qui consiste à arracher la peau. Cette torture atroce a été observée partout, de l'Europe à la Chine, en Afrique et dans l'Empire aztèque. Mais selon le site Medieval Times and Castles, cette pratique était réalisée de différentes manières. On nous dit que parfois, des personnes étaient laissées au soleil pendant très longtemps, jusqu'à ce que la chair sur leurs os soit brûlée et attendrie. De cette façon, l'écorchement pouvait être effectué plus facilement. Dans d'autres cultures, les gens étaient d'abord bouillis, puis écorchés. Une source indique que les bourreaux tentaient souvent d'enlever la peau en grandes plaques. C'était pour qu'elle soit exposée comme avertissement. Une peau conservée est visible à la cathédrale de Worcester au Royaume-Uni. C'était la peau d'un viking qui avait tenté de voler la cloche de l'église.
Difficile de croire que des humains fassent cela, mais nous avons fait pire. 10. La lapidation à mort. On pourrait parler d'exécution par la torture, différente des autres formes brutales, car le public participe à l'horreur. La lapidation remonte à des siècles, et trouve ses racines dans le judéo-christianisme. Mais malheureusement pour certains individus, cette pratique existe encore dans certaines parties du monde aujourd'hui. Cette pratique brutale consistait à enterrer une personne jusqu'à la tête, puis à lui lancer des pierres jusqu'à la mort. Elle est encore légale dans certains pays aujourd'hui, principalement dans certaines parties du monde musulman. En Iran, par exemple, la loi charia précise la taille des pierres, afin que l'exécution ne dure pas trop longtemps. NBC nous dit que la lapidation comme châtiment existe encore dans des pays comme l'Iran, l'Afghanistan, certaines régions du Nigeria, le Soudan, le Pakistan et les Émirats arabes unis. Ce qui arrive aussi parfois dans certaines régions du monde, c'est que des personnes sont lapidées à mort dans le cadre de la justice tribale. Il est difficile d'imaginer vivre cela, entouré d'une foule en colère qui vous lance des pierres à la tête. On peut dire que l'humanité n'a pas totalement rompu avec son passé brutal. Peut-être pire encore, la lapidation survient souvent après ce que la plupart d'entre nous, personnes rationnelles et compatissantes, considéreraient comme des délits insignifiants, voire même pas des crimes du tout. Prenons l'exemple de la lapidation à mort d'un homme aux États-Unis en 2011. Oui, cela s'est produit. Un homme de 28 ans a lapidé à mort un homme de 70 ans parce qu'il affirmait que l'Ancien Testament exigeait cette punition pour les hommes homosexuels. De telles punitions atroces ne se produisent plus très souvent de nos jours, mais dans le passé, comme vous allez le voir, ce genre de choses n'était pas considéré comme absolument horrible. 9. L'échelle d'écartèlement. Cette forme de punition dans l'Europe médiévale était assez similaire à le chevalet. Comme vous le savez peut-être, la première version du chevalet consistait généralement à attacher une personne à une table avec un tas de cordes reliées à des poulies. La personne était alors lentement écartelée, ou du moins ses articulations étaient disloquées, pendant qu'on l'étirait en tournant une roue attachée à cet engin. Cependant, cela ne suffisait pas à certaines créatures sadiques d'Europe, qui inventèrent une machine similaire où la personne était allongée sur des pointes puis écartelée. Vous pouvez en fait voir ce chevalet à pointe au musée du crime médiéval en Allemagne. 8. Le brise-genou. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. Le penseur et philosophe George Santayana a dit un jour « Nous devons rester proches de nos méfaits, même les plus récents. C'est donc une bonne chose que nous ayons le musée du crime médiéval à San Gimignano, en Italie. » Sur son site, il est indiqué « Notre engagement, que nous partageons avec tous ceux qui souhaitent lutter contre la violence, est de montrer comment, au fil des siècles, les êtres humains ont été torturés. » En visitant ce site, vous trouverez de nombreuses informations et photos sur les effrayants engins médiévaux. Nous avons sélectionné le brise-genou, dont le nom seul fait grimacer. Imaginez deux blocs de bois horizontaux face à face fixés à des barres de fer verticales. Les morceaux de bois, dotés d'énormes pointes, ressemblent à une bouche particulièrement dangereuse. Les jambes d'une personne sont placées dans la bouche, les genoux au niveau des dents. La bouche se referme lentement. Adieu les genoux. Il faut aussi noter qu'à cette époque, une telle blessure entraînait presque toujours une mort lente et douloureuse. Les gens n'étaient pas vraiment transportés d'urgence aux urgences, puis opérés sous un nuage d'opiacés et d'anesthésiques. 7. Le Bronx. Contrairement au brise-genou, le Bronx est un nom qui ne décrit pas vraiment la punition. Il a cependant porté d'autres noms, comme le mort de tête ou la bride de sorcière. C'était une muselière en fer attachée à la tête, souvent d'une femme. Un morceau de métal forçait la langue vers le bas pour empêcher de parler. Oui, c'était inconfortable, mais ça ne semble pas si terrible. Peut-être que certains parents accepteraient d'utiliser un Bronx sur leurs enfants. Mais le vrai problème, c'est qu'en le portant, le public pouvait vous faire ce qu'il voulait en toute impunité. Cela signifiait qu'on urinait souvent sur les gens, on les couvrait d'excréments, et on les battait parfois tout simplement à mort. On pouvait voir ces choses entre 1500 et 1800 en Europe. Vous pouvez probablement deviner que cette punition était généralement infligée à un roturier qui avait parlé sans y être autorisé. Il y a aussi des cas où elle était utilisée comme punition pour les femmes qui colportèrent des ragots. C'était en quelque sorte la version médiévale de la suspension de votre compte sur les réseaux sociaux. 6. L'empalement. Il arrivait que des personnes soient empalées après avoir été tuées par d'autres moyens, mais ce n'était certainement pas toujours le cas. La bonne nouvelle, c'est que cette punition était rapide et brutale, plutôt qu'une expérience longue et pénible. Elle était longue. Assez parlé. Habituellement, un grand bâton était taillé en pointe et planté dans le sol, la partie pointue vers le haut. Le poteau était ensuite enduit de graisse. Après, quelqu'un était abaissé sur la pointe par le rectum, puis tiré vers le bas pendant que le bâton traversait le corps et touchait les organes. Cela tuait vite, mais si le poteau n'atteignait pas d'organe vital, les victimes souffraient et hurlèrent des heures.
Le Washington Post et d'autres sources rapportent que des personnes ont été empalées lors du génocide arménien, survenu au début du XXe siècle. 5. Le passage sous la quille. Elle concernait les marins, rendant la planche presque raisonnable en comparaison. Comme son nom l'indique, les personnes subissant cette ignominie étaient drainées sous la quille du navire. La quille, semblable à la colonne vertébrale d'un navire, est souvent la première construite. Comme punition, les marins étaient attachés à une corde et immergés pendant que le navire avançait. Ils étaient traînés sous la quille, qui à l'époque était toujours couverte de très tranchantes bernacles. En plus de risquer la noyade, la peau et la chair de la personne étaient déchirées. Des rapports évoquent des marins perdant un membre, souvent suivis de la mort. Aujourd'hui, cela s'apparente à se faire rôtir dans les commentaires YouTube quand personne n'est d'accord. Soyez malins, évitez de passer sous la quille. 4. La torture au bambou. Dans certaines régions d'Asie, le bambou est très apprécié, et on comprend pourquoi. Il se mange, sert de tasse, d'échafaudage, et permet de construire de nombreux objets. Ajoutez à cela que cette plante pousse à une vitesse incroyable chez certaines espèces, presque 90 cm par jour. C'est aussi très solide. Et vous savez ce qui va suivre, n'est-ce pas? Oui. On raconte que certains étaient forcés de s'asseoir sur une plante en croissance, attachée par le rectum. La plante poussait vite et traversait leur corps. C'était une forme d'exécution très lente. Certains rapports contestent l'événement, mais divers médias et sources affirment que les Siamois ou Thaïlandais exécutaient ainsi leurs ennemis au XIXe siècle. 3. Les supplices impliquant des animaux. Si vous avez vu notre émission sur le Colisée romain d'autrefois, vous connaissez sûrement la damnatio ad bestias. C'était une exécution par des animaux, et elle prenait différentes formes. On risquait d'être écrasé par un éléphant dressé tandis que la foule rugissait et que vos tripes se répandaient, ou jeté au lion, voire affronté à un ours. En Chine, on pouvait être écartelé par 2 chevaux. Au Moyen-Orient, un châtiment était d'être piétiné à mort par des chevaux. La punition la plus folle impliquant des animaux était une pratique romaine appelée poena kulei. Cela rappelle les vieilles émissions de jeux japonaises, où les participants enduraient des épreuves désagréables pour un prix. Mais ici, cela finissait par la mort. Le processus était simple. On plaçait une personne dans un grand sac en cuir, puis on y mettait des animaux comme un singe, un serpent, un chien, et parfois des poulets pour pimenter. Attachez le sac et jetez-le à l'eau. Peut-être que l'équivalent moderne de cela serait de débattre de politique sur Facebook en espérant un résultat positif. Deuxièmement, l'écrasement en général. Des pays du monde entier, bien après l'époque de l'Empire romain, avaient une forme de punition appelée l'écrasement. Si être noyé avec des animaux paraît étrange, ce concept est simple. Vous êtes écrasé, souvent par des pierres. En Grande-Bretagne et en France, on pouvait être écrasé à mort pour ne pas avoir plaidé quoi que ce soit au tribunal. Si vous restiez muet, vous étiez écrasé. Il voulait surtout que vous admettiez votre culpabilité, ce qui aurait été faux dans de nombreux pays. En Grande-Bretagne, quelqu'un a décrit l'écrasement ainsi. Il a un grand poids de fer et de pierre sur lui. Son régime, jusqu'à sa mort, consiste en 3 morceaux de pain d'orge sans boisson le lendemain. S'il survit au-delà, il n'a plus rien chaque jour. Écraser quelqu'un à mort pouvait prendre 1 semaine. Pourtant, certains refusaient de plaider coupable. Exemple, l'aigle de sang. Ceci doit être considéré comme la façon la plus créative de mourir. Une sorte de poème illustré macabre. Beaucoup connaissent déjà cela grâce à la série Vikings, mais nous allons expliquer pour ceux qui ignorent le fameux aigle de sang. Cette exécution rituelle remporte la palme, et nous préférerions tenter notre chance avec le sac rempli d'animaux en colère dans lequel on se fait noyer dans un lac. Ceci est expliqué ainsi dans les sagas vikings. Le comte Einar s'approcha de Halfdan et grava l'aigle de sang sur son dos de cette manière. Il enfonça une épée dans son tronc le long de la colonne vertébrale, coupa toutes les côtes de la colonne jusqu'aux reins et en sortit les poumons. En gros, on tire vos côtes à travers votre dos en forme d'aile, avec tout le reste, et vous devenez un aigle ensanglanté. Aujourd'hui, encore plus de brutalité du passé, et on reparle des punitions. Nous revenons souvent sur ce sujet sanglant, car l'humanité a été incroyablement barbare, et certains diraient que nous le sommes parfois encore. Même ainsi, il ne fait aucun doute qu'au fil des années, nous sommes devenus globalement un peu plus civilisés. Nous n'éventrons plus les malfaiteurs devant des foules en public. En général, nous n'écorchons plus la peau de nos ennemis. Et nous ne laissons pas non plus pousser du bambou à l'intérieur des soldats capturés. Sans aucun doute, dans 200 ans, les gens parleront de la barbarie dont nous faisions preuve au début des années 2000, tout comme nous grimaçons aujourd'hui devant ce que faisaient nos ancêtres. 10. L'isolement cellulaire. Vous pourriez être surpris de voir cela sur la liste, étant donné que mettre un prisonnier à l'isolement se pratique encore aujourd'hui partout dans le monde. Cela peut être parce qu'il est dangereux pour lui ou les autres,
qu'il a enfreint les règles, ou figure sur la liste noire d'autres détenus, bien que rester seul en cellule presque toute la journée puisse causer divers troubles psychologiques. On peut penser qu'actuellement, dans la plupart des pays, les accords sur les droits de l'homme excluent les formes d'isolement autrefois plus cruelles. Aux États-Unis, dans les 19e siècles, l'isolement cellulaire était courant, sans promenade en cours ni rencontre avec des thérapeutes qualifiés. Les détenus recevaient souvent une Bible, étaient enfermés dans une pièce sombre et avaient du temps pour se repentir, mais cela restait peu efficace. Comme l'a souligné un juge de la Cour suprême des États-Unis en 1890, un nombre considérable de prisonniers tombaient, même après une courte période d'isolement, dans un état de semi-hébétude dont il était presque impossible de les sortir, et d'autres devenaient violemment fous. D'autres, disait-il, se suicidaient simplement. Mais il suffit d'observer les cachots d'Europe pour constater que l'isolement était pire au Moyen-Âge. Certaines de ces cellules ne laissaient entrer aucune lumière, tandis que d'autres étaient parfois trop petites pour vraiment s'y déplacer. Les prisonniers pouvaient souvent être torturés en plus de devoir passer du temps à se repentir dans leurs cellules de pierre. Vous pourriez penser que ce n'est pas aussi cruel que d'autres punitions évoquées dans nos émissions. Imaginez-vous dans un donjon froid et sombre, mourant lentement, perdant la raison, tentant de vous remettre après avoir eu les mains broyées, sans rendez-vous médical pour soulager la douleur. Si l'issue était généralement la mort, vous pourriez vous demander si vous préféreriez passer sur le billot et en finir rapidement, ou passer un certain temps à l'ancienne en isolement. Maintenant, l'emmurement. Parfois, des gens quittaient le donjon et la vie reprenait. C'est pourquoi beaucoup ont sûrement répondu « Je préfère passer du temps dans le donjon, merci ». Nous doutons que vous souhaitiez un emmurement, qui consiste essentiellement à être enfermé jusqu'à la mort sous diverses formes. Cela signifiait qu'on bâtissait 4 murs autour de vous, vous isolant sans porte. Un trou d'aération pouvait exister, mais mourir devenait une question de jours. On raconte qu'à la Rome antique, cela pouvait arriver aux Vestales qui ne restaient pas chastes, mais il paraît que c'était assez courant dans certaines régions de la Perse. Un visiteur ayant voyagé en Perse il y a un siècle a écrit sur ce qu'il a vu d'une chambre d'emmurage. Dans le désert, on peut parfois voir des piliers de briques, où une victime est emmurée vivante. Un spectacle triste. La victime est placée dans le pilier, qui est à moitié construit à l'avance. Ensuite, si le bourreau fait preuve de clémence, il scellera rapidement jusqu'au visage, et la mort survient rapidement. Mais parfois, une petite quantité d'air est laissée passer à travers les briques, et dans ce cas, la torture est cruelle, et l'agonie prolongée. Parfois, cela signifiait être enterré vivant ou emmuré, mais parfois il y avait une porte simplement verrouillée. Au XIIe siècle par exemple, en Angleterre, le roi pouvait vous condamner à mourir de faim. Donc vous étiez placé à l'isolement, et on ne vous donnait pas à manger. On pourrait maintenant se demander si vous préféreriez une mort rapide et atroce, comme être brûlé ou écrasé, ou si vous préféreriez mourir lentement de faim ou d'asphyxie dans une tombe. 8. La torture blanche. La torture blanche a notamment été utilisée en Iran ces derniers temps comme punition pour les prisonniers politiques. Mais ce type extrême de torture psychologique a aussi été utilisé ailleurs. Comme vous pouvez probablement le deviner, les prisonniers sont isolés dans des cellules blanches. Ils portent du blanc, ils n'entendent rien, et dans certains cas, on dit qu'ils ne mangent que du riz blanc. Cela peut aussi désigner une privation sensorielle différente, comme l'a décrit l'Organisation des avocats démocrates européens, en accusant les États-Unis de cette pratique. À Guantanamo, les prisonniers subissent une privation sensorielle. Yeux et oreilles couverts, mains et pieds attachés, gants épais, enfermés dans des cages sans intimité et surveillés en permanence. C'est la torture blanche. Un prisonnier en Iran nommé Amir Fakhravard a déclaré que la torture blanche était bien pire que toutes les tortures physiques qu'il avait subies, même lorsqu'on lui a brisé les os. C'est ce qu'il a déclaré aux médias après sa libération. Nous ne voyions aucune couleur. Toute la cellule était blanche. Le sol était blanc. Nos vêtements étaient blancs. Et même la lumière. Elle était blanche 24 heures sur 24. Notre nourriture aussi. C'était du riz blanc. Nous ne pouvions voir aucune couleur et nous n'entendions aucune voix. 7. Goudronné et emplumé. Maintenant, retour à la douleur, mais avec une humiliation supplémentaire. Ce type de punition existait dans l'Europe médiévale, mais a gagné en popularité durant la Révolution américaine. Elle impliquait souvent de déshabiller la victime et de lui verser du goudron chaud sur la peau. Après cela, on jetait des plumes sur la personne, donc, pour ainsi dire, elle devenait un oiseau humain. La douleur venait du goudron chaud, et l'humiliation des plumes. Des années plus tard, l'armée républicaine irlandaise provisoire pouvait goudronner et emplumer des femmes accusées de relations avec des ennemis. Le Belfast Telegraph a écrit en 2007 que ces femmes terrifiées avaient la tête rasée avant d'être traînées jusqu'à un lampadaire. Une fois attachées, on leur versait du goudron chaud sur la tête.
On leur jetait ensuite des plumes dessus, qui restaient collées au goudron pendant des jours, servant de rappel de leur soi-disant crime contre leur communauté. 6. Le jugement par l'eau. Ce n'est pas seulement inhumain, mais aussi l'une des formes de justice les plus rétrogrades connues, pratiquée dans certaines régions d'Europe jusqu'au XVIIe siècle. Lorsqu'une femme était accusée de sorcellerie, on lui faisait passer l'épreuve de l'eau, comme ce fut le cas pour Mary Sutton. Dans une publication conservée datant de 1613, il est dit qu'elle allait été accusée d'avoir plongé une autre femme dans le coma. Le propriétaire du terrain où elle travaillait lui a jeté des pierres, puis est mort d'une maladie. On pensait donc qu'elle était liée au diable et elle a subi l'épreuve de la sorcière. Attachée avec une corde, elle a été plongée dans la rivière pour voir si elle flottait, ce qui prouverait sa sorcellerie. Mais si elle mourait, cela signifiait qu'elle n'avait pas l'aide du mal. Cette pratique existait sous diverses formes. Parfois les femmes étaient jetées dans l'eau, et Dieu décidait de leur sort. 5. Perdre ses oreilles ou son nez. Ce type de punition représentait la forme de justice la plus sévère. Pour des délits mineurs, ce qui aujourd'hui vaudrait des travaux d'intérêt général, une amende ou parfois seulement des critiques. Par exemple, un ministre aux États-Unis, lorsque le pays était encore jeune, a dit que des gens se faisaient découper les oreilles pour hérésie et autres méfaits. On peut se demander de quelle méchanceté il parlait. Dans certaines régions d'Europe, perdre son nez était la sanction pour le proxénétisme au Moyen-Âge. En fait, couper un nez ou des oreilles arrivait souvent pour de nombreux crimes dans le passé, car c'était une façon de montrer aux autres que vous aviez transgressé. Vous passiez le reste de votre vie avec une marque de honte. 4. La poire d'angoisse. Cette punition ne causait pas non plus la mort immédiate, mais elle entraînait une douleur intense et souvent une mort plus lente due à la blessure. Même si ces instruments existaient et se trouvent parfois dans des musées, leur utilisation reste assez spéculative. Certains rapports disent que l'appareil en forme de poire servait à punir ceux qui parlaient de façon déplacée. On le plaçait dans la bouche de l'accusé, puis une clé écartait les parties métalliques, forçant l'ouverture de la bouche. D'autres rapports indiquent qu'il était inséré dans le postérieur des hommes, ayant des relations avec d'autres hommes, ou placé dans le vagin d'une femme accusée d'avoir tenté de faire une fausse couche. 3. Sectionnement des jarrets. C'était surtout une manière de rendre quelqu'un infirme ou boiteux, comme on disait autrefois. Ce qui se passait, c'est que la personne, souvent un prisonnier, se faisait sectionner tous les tendons des muscles ischio-jambiers, ce qui l'empêchait effectivement de marcher à nouveau. Vous pouvez trouver au moins un exemple de ce châtiment dans le livre « L'histoire romaine » d'Amienne Marcellin. 2. Rôtissage des pieds. Comme vous le savez tous, la plante des pieds est très sensible, et pour cette raison, elle a été la cible de tortures à travers les âges. Il existe des preuves de rôtissage des pieds, à l'époque de la Rome antique, et il y a aussi des preuves que cela s'est produit pendant l'Inquisition espagnole. Cela pourrait également handicaper une personne dans une certaine mesure, comme cela a probablement été le cas dans un exemple décrit dans le livre « Donjons, feu et épée, les Templiers et les Croisades ». Une personne appartenant aux Templiers a été accusée d'hérésie et s'est fait rôtir les pieds. Ce supplice a été extrême, et il est dit que les os de ses pieds ont carbonisé et se sont désintégrés. 1. Les vices. Nous avons déjà beaucoup parlé des engins de torture dans d'autres émissions, et beaucoup d'entre eux comportaient des vis. Les plus simples étaient parfois simplement appelés vis pour le pouce, le pied ou la jambe. Vous pouvez trouver des preuves de la pire, l'étau pour la tête, mais il existe aussi des preuves de l'étau pour les organes génitaux. Nous parlons simplement d'étau, plus grand pour la tête, plus petit pour le pouce. Les dispositifs pour la jambe ou le pied étaient parfois appelés bottes, mais celles-ci pouvaient devenir bien plus petites lorsque portées. Lorsqu'elles étaient serrées, il y avait une possibilité, selon l'infraction et ce qui était dit pendant l'interrogatoire, que tout ce qui se trouvait à l'intérieur soit écrasé en petits morceaux. Un livre sur ces dispositifs en Écosse affirme que l'étau pour la jambe causait la douleur la plus intense et cruelle au monde. Se faire écraser les orteils ou les pouces dans un tel étau serait sans doute extrêmement douloureux. Mais contrairement à certaines autres tortures dont nous avons parlé, l'utilisation de ces vis était assez courante et il semble qu'elle n'était pas toujours employée pour des crimes majeurs. Il existe de nombreux dispositifs horribles du passé lointain, qui étaient destinés à infliger une douleur insupportable ou carrément à tuer leur cible. Certains, comme le taureau d'airain, statue en laiton où l'on brûlait les victimes vives, paraissent vraiment terrifiants. L'arrache-sain ou la poire d'angoisse sont d'autres exemples de choses dont vous savez pertinemment que vous ne voudriez jamais qu'elles vous arrivent. Mais disons que vous étiez captif, et que ceux qui étaient en charge menaçaient de sortir la roue de Catherine. Vous pourriez penser, eh bien, ça n'a pas l'air si terrible. Vous seriez vraiment surpris. Nous allons expliquer pourquoi dans cet épisode de The Infographics Show, la roue de Catherine, les pires châtiments.
Selon la légende, la roue de Catherine doit son nom à Sainte Catherine d'Alexandrie, patronne des personnes à vocation académique ou philosophique et protectrice contre la mort subite. Or, il n'y a aucune mention de cette personne avant le 9e siècle, bien qu'elle soit censée avoir vécu au 4e. On soupçonne donc qu'elle n'a jamais réellement existé. Néanmoins, son histoire était bien connue et commençait en Égypte. On la croyait noble, voire princesse, et très studieuse. Cependant, certains pourraient juger peu judicieux qu'elle se soit élevée pour protester contre les injustices du souverain romain de l'époque, Maxence, qui persécutait sans relâche les chrétiens. Maxence aurait choisi plusieurs érudits pour engager un duel d'esprit avec la jeune Catherine. Mais finalement, les sages furent vaincus. Pour ajouter à l'affront, alors qu'elle était en prison pour ses paroles, Catherine réussit à convertir de nombreux soldats de Maxence, et même sa femme, à la religion chrétienne. Inutile de préciser que cela déplut fortement à Maxence. Après avoir enduré la torture, durant laquelle elle affirma que Jésus-Christ était son époux, elle fut condamnée à mort. C'est à ce moment-là que la roue entra en jeu, qui était le dispositif d'exécution prévu. L'histoire raconte que la roue se brisa à son contact, et que désespéré, l'empereur finit par la faire décapiter. Elle fut ensuite transportée au mont Sinaï. Fait intéressant. Plus tard, Sainte Jeanne d'Arc a identifié la voix de Catherine comme l'une de celles qu'elle entendait. Qu'est-ce donc que cette roue à laquelle Catherine a miraculeusement échappé, mais qui a tué tant d'autres? Son autre nom, la roue de supplice, vous en dira sûrement plus. C'était une roue en bois, semblable, voire identique à celles utilisées sur les carrosses. En plus d'être fabriquée en bois massif, ces roues étaient munies d'une jante en métal, bien que parfois elles soient modifiées pour infliger encore plus de dégâts, avec des lames de fer saillantes. Ces roues massives étaient ensuite abattues sur différentes parties du corps des condamnés, brisant les os à l'impact. Une autre méthode était d'attacher une personne à la roue, et de lui briser les membres avec des marteaux, ou des barres de fer, pendant que la roue tournait. L'important était de briser les os. Le nombre exact de lâchers de roues ou de coups de marteau était déjà déterminé à l'avance. Cela dépendait de la gravité des crimes du condamné, par exemple s'il avait commis des actes de vol ou de meurtre. Pour les pires criminels, on adaptait la punition à la gravité des crimes. Parfois, des morceaux de bois pointus étaient placés sous la victime pour accentuer la torture. En revanche, pour ceux à qui il voulait épargner le pire, il pouvait donner un coup fatal pendant la chute de la roue, ou pendant les coups de marteau ou de barre de fer, ou juste après la fin du supplice. Malheureusement, la plupart n'avaient pas cette chance, et le bris des os n'était que le début, ou la première étape sur 2, ou 3. Après la première étape, les corps étaient généralement enfilés à travers les rayons d'une autre roue. Bien que cela aurait été difficile à faire avec une personne normale, c'était beaucoup plus facile une fois que leurs membres étaient brisés. La roue était ensuite fixée à un poteau et exposée à la vue de tous, un peu comme ceux qui avaient subi la crucifixion. À ce stade, certains étaient découpés ou étranglés, mettant fin à leur souffrance dans la douleur. Certains étaient placés au-dessus, ou jetés directement dans un feu ardent. Il était même possible que la personne soit pendue alors qu'elle se trouvait sur la roue. Bien que cette option soit généralement réservée à ceux qui avaient été reconnus coupables, soit des crimes les plus graves, soit de multiples infractions sérieuses. Les bourreaux responsables n'avaient aucune pitié, même envers les âmes de ceux qu'ils avaient tués. Les corps étaient simplement laissés là où ils avaient été jetés ou suspendus, pour être dévorés par les becs, les dents et les griffes des animaux sauvages. Beaucoup pensaient que cela empêcherait les âmes de trouver la paix éternelle. Cela servait aussi d'avertissement macabre aux autres, mais il restait un mince espoir pour ceux condamnés à mort par la roue de Catherine. C'était qu'ils parviennent d'une manière ou d'une autre à se dégager, ou que la roue, d'une façon ou d'une autre, ne remplisse pas sa fonction. Dans ces circonstances, on voyait cela comme une intervention divine, et la vie du condamné était épargnée, bien que cela restait très improbable. Cela était si rare que, lorsqu'il se produisait, il inspirait des peintures religieuses sur le miracle. La plupart du temps, les condamnés n'apparaissaient pas dans l'art. De plus, leur souffrance pouvait sembler s'éterniser avant qu'ils ne meurent. Il existe des récits d'un meurtrier du XIVe siècle qui a tenu 3 jours avant de mourir. Une autre fois, un homme appelé Bonadiez a survécu 4 jours et 4 nuits. Un récit plus douteux concernant un tueur en série allemand du XVIe siècle affirmait qu'il était resté en vie grâce à l'alcool pendant 9 jours. Encore une fois, il est probable que ce récit soit une autre légende. La roue de Catherine, ou roue de supplice, était un appareil vraiment horrible. Elle était utilisée comme méthode d'exécution publique en Europe de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. La Bavière l'a utilisée jusqu'à son interdiction en 1813 et on soupçonne que son dernier usage a eu lieu en Prusse aussi tard qu'en 1841. Nous en sommes tous très reconnaissants, tout comme les criminels d'aujourd'hui, car avec le temps, elle est tombée en désuétude dans la plupart des sociétés. Vous auriez préféré qu'ils se limitent à vous briser les os, ou à vous plonger la tête dans l'eau glacée,
jusqu'à croire vous noyer. Cela aurait été bien mieux que cette blancheur assourdissante et implacable. Pendant des mois, vous n'avez vu aucune couleur du tout. La cellule était blanche, les murs, la porte et le sol. Vos vêtements étaient blancs, et toute la journée et la nuit, ils laissaient une lumière blanche éclatante allumée. Quand ils passèrent la nourriture par la porte, c'était toujours le même plat. Du riz blanc dans une assiette blanche. Vous n'entendiez jamais de voix, sauf celle dans votre tête. Pour aller aux toilettes, il fallait glisser un papier blanc sous la porte. Des gardiens en chaussures rembourrées s'approchaient alors en silence pour ouvrir la porte pour vous permettre d'utiliser les toilettes blanches. Après des mois ainsi, vous oubliez qui vous étiez. Les voix dans votre tête semblaient les réelles. Vous ne vous souveniez même plus du visage de vos parents. Bienvenue dans le monde de la torture blanche. Ce que nous venons de vous décrire est parfois appelé une technique d'interrogatoire renforcée. Et dans ce cas, ce qu'on appelle une privation sensorielle extrême. La personne qui en a souffert est un certain Amir Fakhravar, un ancien prisonnier en Iran. Son crime était d'avoir critiqué le régime iranien. En tant qu'activiste à la fin des années 90 et au début des années 2000, il a déclaré avoir été emprisonné et interrogé à plusieurs reprises. Il a dit avoir été battu au point d'avoir les os brisés, mais rien n'était aussi brutal que la torture blanche. Heureusement, après 8 mois dans cette pièce blanche, il a pu fuir l'Iran et s'installer aux États-Unis. Il a eu de la chance. D'anciens opposants au régime, passés par la prison d'Evin en Iran, ont raconté que des détenus y ont été torturés à mort. À Evin, certains prisonniers ont été exécutés, d'autres ont été amputés. Certains ont été aveuglés, et la plupart étaient détenus dans ce qu'on a qualifié de conditions horribles. Restons un instant sur l'Iran, et écoutons ce qu'un journaliste iranien nommé Ibrahim Nabavi avait à dire sur la torture blanche. En 2004, il a appelé Human Rights Watch. Voici un extrait de la conversation. Depuis que j'ai quitté Evin, je ne dors plus sans somnifère. C'est terrible. La solitude ne vous quitte jamais, même longtemps après votre libération. Chaque porte qui se referme sur vous. C'est pourquoi on parle de torture blanche. Ils obtiennent ce qu'ils veulent, sans frapper. Vous finissez par céder, et une fois brisé, ils prennent le contrôle, et alors vous commencez à avouer. Un ex-prisonnier d'une cellule blanche en Iran l'a résumé. Après 3 jours, cela devient très difficile. Les gens craquent à des moments différents. Nous évoquions souvent le moment où les gens allaient craquer. Certains cédaient en quelques jours, d'autres tenaient bien plus longtemps. Ce silence absolu me faisait, après 3 jours, juste vouloir entendre des mots. C'était des insultes, même si c'était un interrogatoire brutal. En résumé, c'est ça la torture blanche. Briser une personne. C'est lorsqu'un gouvernement, pas seulement l'Iranien, veut faire vivre l'enfer à une personne pour lui faire dire ce qu'il veut savoir. Cela ne laisse ni bleu, ni cicatrice, sauf celle d'ordre psychologique. Est-ce que cela est déjà arrivé à des prisonniers détenus aux États-Unis? Selon les organisations de défense des droits de l'homme, la réponse est oui. Le New York Times a parlé en 2019 du programme de torture de la CIA, les techniques d'interrogatoire renforcées, qui ont été utilisées à Guantanamo et dans d'autres sites secrets, comme une prison secrète que la CIA avait en Thaïlande. Les techniques utilisées comprenaient des choses comme maintenir des hommes dans des positions de stress pour les empêcher de dormir pendant des jours, soumettre des prisonniers à la simulation de noyade, ou enfermer des hommes dans une petite boîte où ils ne pouvaient pas s'asseoir correctement. Avocats démocrates européens a rapporté que les techniciens d'interrogatoire à Guantanamo couvraient parfois les yeux et les oreilles des hommes. Ils mettaient de gros gants aux prisonniers, lui attachèrent les pieds. Cette privation sensorielle, appelée torture blanche, ressemble plutôt à une torture noire. Le résultat reste le même, le prisonnier perd la raison. Une chose similaire s'est produite à la prison d'Abu Ghraib en Irak, et le monde l'a appris après la publication d'une série de photos. L'armée américaine mettait parfois des combinaisons aux hommes, les attachait, leur couvrait la bouche, les yeux et les oreilles. La torture engourdissait toujours les sens du prisonnier, au point de provoquer leur désintégration mentale. Les Britanniques faisaient déjà cela avant que ça n'arrive en Irak. Dans les années 70, des personnes soupçonnées de lien avec l'armée républicaine irlandaise étaient arrêtées chez elles ou dans la rue sans jugement. Elles étaient ensuite conduites dans un centre secret d'interrogatoire et soumises aux 5 techniques. Il s'agissait de l'encagoulage, de rester debout contre un mur, du manque de sommeil, d'exposition au bruit et de privation de nourriture et boissons. Quand les hommes étaient dans leurs cellules, ils étaient menottés et encagoulés, donc ils étaient littéralement dans le noir en permanence. Pour empirer la situation, les Britanniques diffusaient en continu un bruit de sifflement, un type de bruit blanc. Les prisonniers recevaient parfois un coup à l'aine sans savoir qu'on entrait dans leurs cellules, causant un stress constant et les empêchant de dormir. Quel était le but de cette privation sensorielle?
provoquer une profonde dépression, une anxiété paralysante, puis des hallucinations et voire une perte de conscience. Les Britanniques l'ont utilisé durant la guerre en Irak et l'ont exporté aux États-Unis, en Israël et au Brésil. Comment ces pays ont-ils pu s'en tirer ainsi ? Ils affirment qu'il ne s'agit pas de torture, mais d'un interrogatoire poussé, ce que dénoncent les groupes de défense des droits de l'homme depuis des années. Au Venezuela, les autorités pratiquent une forme unique de torture blanche. Sous un bâtiment à Caracas se trouve la tumba, ou alors la tombe, en anglais. Là-bas, les prisonniers sont enfermés dans de minuscules cellules, des cellules peintes en blanc. Ils n'ont aucune interaction avec les gardiens ou les autres détenus, et ils n'entendent aucun bruit. Toute la journée et toute la nuit, une lumière vive brille dans leurs cellules. Au bout d'un moment, les prisonniers n'ont donc plus aucune idée de l'heure qu'il est. Sans surprise, il y a des rapports indiquant que certains d'entre eux ont tenté de se suicider. Certains souffrent de vomissements, de diarrhée ou d'hallucinations. Selon une mère, son fils détenu était enterré vivant, attendant la mort. Pourriez-vous survivre à la torture blanche ? Nous en doutons. Nous doutons que quelqu'un puisse survivre à la torture blanche sans sombrer dans la folie. Human Rights Watch a interrogé un ex-détenu de la prison 59 en Iran. Ce prisonnier avait vu les cellules d'isolement et avait ceci à dire à leur sujet. « Je ne peux pas imaginer passer une seule nuit dans ces cellules d'isolement sans perdre la raison. Ce n'est pas seulement ce qui se passe dans les salles blanches, mais aussi ce qui survient après. Comme l'a dit un ancien détenu en Iran, je suis entré comme une personne, ressorti comme une autre. » Essayez de vous mettre dans cette situation un instant. Vous êtes un roi dans l'Angleterre médiévale du 9e siècle, et vous avez été attaqué et submergé par des hordes vikings redoutables qui ont fait le voyage pour tuer et piller dans cet ordre. On vous annonce votre exécution, alors vous attendez sous une tente, vous demandant comment cela se passera. Sur vos terres, les délinquants vont généralement à l'échafaud. Vous vous dites, d'accord, ce sera rapide et indolore, je dirai mes prières, et ce sera tout. Je serai un martyr, le paradis me sera favorable, mais vous sous-estimez la brutalité créative de vos ennemis. Vous découvrez bientôt qu'on va vous arracher les côtes et les poumons par le dos pour vous transformer en une sorte de créature ailée. Mince, ça va être dur, pensez-vous. Et voilà, en résumé, ce qu'est l'aigle de sang. Mais nous allons ajouter un peu plus à la description de cette horrible méthode d'exécution viking. La personne est allongée à plat ventre, dos tourné vers le ciel. Si la victime n'avait pas été prévenue, elle aurait pu croire qu'elle serait décapitée, comme c'était la coutume dans l'Angleterre anglo-saxonne. Nous ignorons s'ils ont été prévenus, car la littérature viking ne le précise pas. On suppose aussi qu'ils étaient maintenus au sol ou attachés, mais ces détails sont absents des anciens textes. La personne est allongée sur le ventre, attendant. Ce type d'exécution était un rituel, sûrement dans un lieu précis, avec de nombreux hommes vikings présents. La victime nue est alors approchée par un bourreau armé d'un couteau aiguisé ou d'une hache. Parfois, un aigle était gravé sur la peau. Ce n'était qu'un apéritif. Avec ce couteau, il déchire ensuite la chair dans le dos de l'homme, avec tellement de force qu'il sectionne réellement les côtes. Ces côtes sont tirées et étirées vers l'extérieur comme des ailes. Le clou du spectacle, c'est quand les poumons de l'homme sont extraits par le dos et enroulés sur les ailes créées par ses côtes. Cette procédure devait évoquer des ailes d'oiseau, d'où le nom d'aigle de sang. Cela semble trop horrible pour être vrai. Alors, comment sait-on que c'est arrivé ? À l'époque viking, il y avait des poètes, comme dans d'autres cultures anciennes. Cela s'appelait la poésie skaldique. Ces poèmes allaient intégrer des sagas, racontant invasions vikings, légendes de grands rois et batailles sanglantes. Certaines de ces histoires ont survécu et ont été traduites. Il existe une histoire appelée la saga des Orcades, qui raconte les exploits d'un homme nommé Harald Ier, à la belle chevelure, qui serait le premier roi de Norvège. On dit qu'il était souverain lors de la prise des îles du Nord, Orkney et Shetland, par les Vikings. Si vous ne savez pas où elles se trouvent, et nous ne nous attendons pas à ce que la plupart d'entre vous le sachent, elles sont au nord de l'Écosse, mais ce sont des groupes d'îles qui ne sont pas sur le continent. Si vous ne le saviez pas, un groupe d'îles s'appelle un archipel. Nous ne décrivons pas seulement le sang et la violence, la saga raconte aussi la vie sur ces îles. Des chercheurs peuvent douter de la véracité des faits, puisque la saga fut écrite longtemps après le règne du roi Harald. Elle a été écrite au XIIIe siècle, mais les Vikings étaient là depuis le IXe siècle. Les détails ont peut-être été transmis oralement. Pour résumer, l'un des fils guerriers de Harald, Halfdan Longleg, a été exécuté pour avoir participé avec son frère à des luttes de pouvoir, ayant causé la mort d'un noble viking et de 60 hommes. Ce frère a été banni des Orcades, mais le cerveau de l'opération n'a pas eu autant de chance. Le fils du noble assassiné a obtenu sa revanche, et a exigé que l'aigle de sang soit pratiqué sur Halfdan Longleg en sacrifice au dieu Odin.
C'est ainsi que cela a été traduit. Le comte Einar s'est approché de Halfdan et a pratiqué l'aigle de sang. Il a enfoncé son épée près de la colonne vertébrale, sectionné les côtes jusqu'aux reins, puis sorti les poumons. Ainsi mourut Halfdan. Voilà pour le premier cas. Le deuxième cas concerne un redoutable guerrier viking nommé Ivar le Désossé, qui serait le fils du héros nordique Ragnar Lodbrok. Pourquoi le Désossé, me demanderez-vous? Des historiens se sont interrogés. Certains estiment qu'il n'était pas réellement sans os, mais que son sexe ne fonctionnait pas très bien. Il compensait son manque physique par une intelligence et un talent tactique exceptionnel au combat. À cette époque, les Vikings dominaient de vastes régions de l'Angleterre anglo-saxonne, comme le raconte en détail la saga Le Conte des Fils de Ragnar. Elle relate les événements avec le roi Ella de Northumbrie au IXe siècle, dans le nord de l'Angleterre. Ella apprend qu'une invasion menée par Ragnar Lodbrok se prépare. Plusieurs versions existent sur ses actes et sa mort, mais l'une d'elles, attention spoiler pour ceux qui n'ont pas fini Viking, bouchez-vous les oreilles. Alors, il est capturé par le roi Ella, et jeté dans une fosse aux serpents. Là, il périt. Ivar le Désossé est trop malin pour envahir le nord de l'Angleterre, tant que l'armée y reste puissante, il attend. En fait, il reste en Angleterre, mais demande au roi Ella quelque chose appelé un vergeld, qui est une sorte de compensation pour la vie d'un homme, dans ce cas celle de son père. Il dit à Ella que tout ce qu'il veut, c'est une peau de bœuf, et qu'il ne prendra que la terre qu'il pourra entourer avec cette peau. En langage moderne, Ella aurait pu penser « quel idiot ». Mais Ivar le rusé a découpé la peau, en une ficelle très fine, et l'a tendue autour d'une grande surface. Il a dit que ce serait une nouvelle ville, et cette ville serait York, dans le nord de l'Angleterre. Ivar rallie tous les chefs de la région à sa cause. Avec une armée puissante, il décide d'attaquer le reste de l'Angleterre et de se venger d'Ella. De nombreux Anglais du Nord prêtent allégeance à Ivar par respect, ce qui évoque une certaine propagande nordique. Tout s'est terminé avec la capture d'Ella et Ivar, devenu roi du nord-est de l'Angleterre. Ses frères partent ensuite en pèlerinage, semant la terreur en Angleterre et en Europe. Et Ella est sur le point de subir le supplice de l'aigle de sang. Un poème du XIe siècle relate ainsi l'événement en traduction. Et Ivar, celui qui habitait à York, fait découper le dos d'Ella en forme d'aigle. C'est une version édulcorée des faits, car nous avons aussi une autre version si vous souhaitez plus de détails sanglants. Voici cette version. Ils firent sculpter l'aigle sanglant sur le dos d'Ella, puis ils coupèrent toutes ses côtes à partir de la colonne vertébrale, et ensuite ils lui arrachèrent les poumons. Bon, est-ce que tout cela s'est vraiment passé? Eh bien, qui sait? Parce qu'aucun historien qui vous dit que c'est la vérité ou que ça ne l'est pas ne peut vraiment en être certain non plus. Ils n'étaient pas là. Des chercheurs affirment que les poètes nordiques, comme les modernes, étaient cryptiques et symboliques, précisant qu'au XIIe siècle, Saxo Grammaticus, poète danois, a aussi écrit sur des personnes découpées, puis transformées en aigles. Il apparaît donc qu'un thème commun domine cette période sombre. Ici, les Vikings poussèrent le rituel plus loin, en versant du sel dans le corps ouvert. Certains pensent que cela a eu lieu, d'autres que beaucoup a été perdu dans la traduction avec le temps. Les auteurs des sagas ont écrit ces histoires des siècles après les faits. Comme vous le savez, les faits sont souvent exagérés avec le temps. Un simple accrochage en gare peut vite devenir, en fin de semaine, une bagarre sanglante, où quelqu'un a perdu des dents et un œil. Un héros peut aussi surgir de ce chaos. Ces histoires de violence viking ont-elles été exagérées par admiration? Ou étaient-elles fidèles à la réalité? Nous ne le savons pas, mais il est certain que l'aigle de sang a été mentionné. Les chercheurs restent divisés. Mais pour cette émission, nous ne laisserons pas les faits gâcher une bonne histoire. En termes de justice, on pourrait dire que l'ancien empire perse était sévère mais juste. Le code pénal incluait le principe du lex talionis, œil pour œil, dent pour dent. Les délits mineurs étaient généralement punis d'amende. On risquait le marquage au fer pour diffamation et la peine de mort pour les crimes graves. Parfois, la règle des 2 avertissements permettait d'échapper à l'exécution lors de la première infraction. Vous voici donc en Perse antique, avec 2 avertissements, vous interrogeant sur l'application de la peine de mort. Sera-ce une suffocation par les cendres, ou peut-être qu'on vous versera de l'or fondu dans la gorge, comme cela aurait pu arriver à l'empereur Valérien. Difficile de dire laquelle était la pire. Mais nous pensons aujourd'hui avoir trouvé la punition perse la plus brutale. Bien que les anciens Perses aient eu des lois strictes en matière de justice, comme nous l'avons dit, cela ne les empêchait pas parfois d'être d'une brutalité extrême. Nous allons d'abord vous donner quelques exemples, avant d'aborder peut-être la pire punition. Par exemple, la mort d'un juge perse nommé Sisamnès. On raconte qu'il était corrompu, et que le roi Cambyse le second de Perse, qui a régné de 530 avant Jésus-Christ à 522 avant Jésus-Christ,
voulait faire de lui un exemple pour avertir ceux qui pourraient envisager de corrompre les tribunaux. On raconte que le juge a été écorché vif de la tête aux pieds, puis que sa peau a été utilisée pour fabriquer une chaise. D'après l'histoire, tout nouveau juge devait s'asseoir un moment sur cette chaise pour comprendre ce qu'il attendait en cas de corruption. Vous pouvez voir ce spectacle horrifique dans les tableaux L'arrestation de Sisam, c'est l'écorchement de Sisam. Ensuite, il y a l'histoire de Cyrus le Grand. Il est écrit que sa femme est devenue très mécontente de l'un de ses eunuques, à tel point qu'elle a ordonné qu'il soit tué 3 fois. Cela s'appelle la triple mort. On raconte qu'on lui a d'abord arraché les yeux, puis il a été soigné. Sa seconde mort fut d'être écorché vif, mais il a encore survécu grâce aux soins. On suppose qu'il n'a pas été totalement écorché, car cela l'aurait tué. Une fois rétabli, il a été crucifié et le supplice terminé. Nous devrions cependant préciser qu'il existe de nombreuses versions de cette histoire. Nous allons nous en tenir à celle-ci pour l'instant. Donc, avec ces 2 exécutions en tête, pourrait-il vraiment y avoir quelque chose de pire ? Eh bien, maintenant, nous devons nous pencher sur l'histoire d'un homme appelé Mithridate. C'était un jeune soldat perse qui a été mis à mort en 401 avant Jésus-Christ. On raconte que cet homme a accidentellement tué Cyrus le Jeune, le rebelle, qui avait l'intention de tuer son frère aîné Arsas, afin d'hériter du trône. Des milliers d'hommes ont été tués derrière Cyrus, ce qui a abouti à la bataille de Cunaxa. L'armée de Cyrus a pris le dessus après avoir chargé l'armée d'Artaxerxès. Tout se passait bien, le trône était à sa portée. Cyrus est alors allé attaquer la garde personnelle de son frère, et puis, oups, de nulle part, un javelot l'a frappé et l'a tué sur le coup. C'était un énorme revers pour les rebelles, et ils se sont tous repliés. Leur futur roi était mort, c'était fini. Nous le savons, parce que l'histoire a été rapportée par le biographe grec Plutarque dans son essai La vie d'Artaxerxès. Un autre écrivain grec appelé Ctésias a raconté à Plutarque le destin de l'homme qui avait accidentellement tué Cyrus avec ce javelot. Comme vous le savez, il s'appelait Mithridate. Il est compréhensible que certaines personnes aient été un peu fâchées contre Mithridate. Seul le châtiment le plus sévère pouvait convenir, et c'est là que le scaphisme entre en jeu. Voici comment Plutarque décrit ce type très inhabituel de peine de mort. Nous allons paraphraser, car son langage est un peu daté aujourd'hui. 2 bateaux de même taille étaient superposés et cloués ensemble, formant ainsi un cercueil flottant. Des trous étaient percés dans le bateau pour y attacher le prisonnier, mains, pieds et têtes des passants. Jusqu'ici, tout va bien. Il flottait, la tête hors de l'eau, commençant à avoir très chaud. On le laissait sous le soleil brûlant, son corps cuisant dans ce tombeau flottant. Ensuite, il forçait Mithridate à avaler du lait et du miel, et en bonne quantité en plus. Il lui en enduisait aussi le visage. Bientôt, son visage couvert de miel fut envahi par les mouches qui se régalèrent de lui et du miel. On le força ensuite à avaler encore et encore, jusqu'à ce que son ventre soit distendu, et qu'il ait produit un sacré tas d'excréments. Comme l'a dit Plutarque, des créatures rampantes naissent de la corruption et la putréfaction des excréments. Ces créatures pénétraient dans les entrailles de Mithridate, tandis que sa chair était lentement dévorée de l'extérieur. Cette lente dévoration par les insectes et les vermines, dit-on, dura 17 jours. À ce moment-là, le pauvre jeune Mithridate, auteur d'un mauvais lancer de javelot, fut dévoré vivant. Il existe une autre description de cela par un chroniqueur byzantin du XIIe siècle appelé Jonas Zonaris. C'est vraiment la même histoire, mais il a quelque peu enjolivé le récit. Voici la conclusion, mot pour mot, en traduction. Les mouches, guêpes et abeilles, attirées par la douceur, se posent sur son visage et les parties de son corps dépassant des bateaux, tourmentant et piquant le malheureux homme. De plus, dans son ventre, distendu par le lait et le miel, rejette des excréments liquides, et ceux-ci, en pourrissant, engendrent des nuées de vers, intestinaux et de toutes sortes. Ainsi, la victime allongée dans les bateaux, sa chair pourrissant dans sa propre saleté et dévorée par les vers, meurt d'une mort lente et horrible. Mais est-ce tout ? Un seul cas de scaphisme dans toute l'histoire. Eh bien, il semble que le seul cas dont tout le monde parle est celui que nous venons de décrire. La plupart des sources présentent le scaphisme comme une ancienne peine, suggérant sa répétition. Nous avons trouvé un extrait d'un livre intitulé « L'histoire du martyr chrétien ». Et dans ce livre, il est écrit qu'un évêque appelé Marc Marcus, en 363 après Jésus-Christ, a détruit un temple païen puis a érigé une église. Cela n'a pas plu à l'empereur romain Julien l'Apostate. Il est écrit qu'en guise de punition, il a pris Marcus, l'a suspendu dans un panier et l'a laissé là pour qu'il soit dévoré par les insectes. Cela ressemble plus à une mort sous le soleil brûlant qu'à un vrai cas de scaphisme. Un débat anime la page de discussion Wikipédia sur le scaphisme. Des éditeurs doutant de Plutarque et réclamant d'autres sources. Plutarque a bien écrit ce récit sur le scaphisme. Mais certains historiens estiment qu'il a peut-être fait cela pour diaboliser les Perses et mettre sa propre culture en valeur.
On ne saura jamais vraiment ce qui est arrivé à Mithridate, mais c'est l'histoire la plus répandue pour l'instant. Peut-être fut-il le seul à subir entièrement le scaphisme, ou bien Plutarque était-il déjà un diffuseur de fausses nouvelles.